C'est un vrai plaisir de me trouver ici avec vous ce matin. Toi, Guillaume Minguet, responsable des ateliers Produire au Sud, et aussi toi, Élise Jalado, qui a fondé les ateliers Produire au Sud et qui est maintenant directrice générale du Festival de films de Thessaloniki. Alors, bienvenue. Merci, bon anniversaire à Produire au Sud. Je suis très heureuse de revenir 20 ans après. Voilà, ça, c'est un atelier qui fonctionne très très bien et qui s'est développé. Donc, comme quoi il y avait un besoin qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Voilà. Guillaume, tu pourrais nous dire ce qui se passe cette année pour fêter les 20 ans de Produire au Sud? Ça nous semblait important de marquer évidemment les 20 ans. Alors, dans un contexte général où, Élise, tu le disais, la formule de Produire au Sud, elle fonctionne, elle est sollicitée. Je reçois des propositions, enfin des demandes d'ateliers un peu partout sur les 3 continents. Mais il y a aussi besoin, et c'était pour moi l'occasion lors de ces 20 ans, d'interroger un petit peu la formule, qui encore une fois certes est efficace et répond à une véritable demande, mais qui a probablement besoin d'être repensée pour marcher à l'unisson un peu de l'évolution de l'industrie, des besoins un peu plus précis des formations, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui bougent sur les territoires sur lesquels on travaille, les dynamiques de production, le rapport au financement, le rapport à on pourrait dire ça, des organisations locales, professionnelles, qui ont beaucoup d'influence sur la manière dont les films se font, et d'interroger aussi évidemment de manière plus générale la question des contenus des ateliers en rapport avec la manière dont les films circulent ou circulent moins, dont il est plus ou moins facile de faire aboutir des films dans des salles de cinéma. Donc toutes ces raisons-là m'ont poussé à une réflexion qui date déjà depuis l'année dernière, de retravailler les archives de Produire au Sud, c'est-à-dire de retourner un peu aux sources pour redessiner et redonner un sens complet à ce qui se passe ici depuis 20 ans dans le cadre du Festival des 3 continents. Et donc, dans l'ensemble de toutes les propositions, films, rencontres professionnelles, ateliers, évidemment, de ces 20 ans ici à Nantes cette année, ça me semblait évident et j'allais dire même nécessaire que quelqu'un comme Élise soit là pour éclairer aussi avec sa voix, parce qu'il s'agit là de témoignages et que parfois, c'est juste les personnes qui sont passées par un endroit qui sont nécessaires pour raconter, pour tracer l'histoire. Complètement. Donc, pour mieux avoir une perspective sur ce qu'elle va nous dire, Élise, il serait utile de comprendre l'état des lieux un peu. Tu peux m'expliquer combien d'ateliers il y en a actuellement, où ils sont basés? Alors aujourd'hui, c'est 7 ateliers au total. Je présente celui de Nantes comme le principal, dans le sens où il s'organise fin novembre tous les ans dans le cadre du Festival des 3 continents, et que c'est celui qui a cette ouverture sur l'ensemble de tous les territoires que le festival avale, donc Amérique latine, Afrique, Asie. Et puis tous les autres ont un appel à projets sur des ateliers régionaux ou locaux, en fonction on va dire, des intentions politiques qu'il y a derrière, de la nature du partenariat avec chaque festival, et puis aussi un peu la nature de l'enveloppe budgétaire qu'on peut trouver pour chacun. Il y en a 6 au total. Il y en a à Taïwan, si je prends du plus à l'Orient jusqu'à l'Occident, Taïwan, Bangkok, Dharamsala depuis cette année, après
2 années à Calcutta, Durban en Afrique du Sud, Sderot en Israël et Agadir au Maroc. Voilà. Qui représente à peu près sur l'ensemble de l'année, on va dire à peu près 300, entre 300 et 400 candidatures de projets de films, donc qui permet au Festival des Trois Continents toute l'année d'avoir une sorte de veille un peu permanente, d'activité permanente et de sorte de awareness, je veux dire, Conscience. de conscience de ce qui se passe sur tous les territoires en termes de dynamisme, et puis aussi évidemment pour répondre à davantage de projets de manière positive, d'avoir plus de sélections pour rencontrer plus de projets. Donc il y a un quadrillage comme ça de tous les territoires qui est un outil extrêmement précieux pour le festival en termes de repérage de ces films naissants qu'on peut suivre au fil des années. Et puis un travail qui permet aussi, à Produire au Sud, très simplement de diffuser une expertise qui semble fonctionner. On en parlera un petit peu sur l'évolution de cette pédagogie, de cette proposition, mais qui semble fonctionner. Donc voilà aujourd'hui ce qu'est produire au Sud. Ok, donc on a 7 ateliers dans les 3 continents. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ça a commencé? Ouais. Ça a commencé à une période. Enfin, il faut peut-être recontextualiser cette époque. Le Festival des Trois Continents a été créé en 1979, à une période où aucun festival ne montrait les films des Trois Continents. Donc, une sorte en tout cas en France. Il y avait effectivement Rotterdam, Locarno, Pesaro à l'époque, etc. Quelques festivals qui étaient des festivals de catégorie, c'était pas les grands festivals Cannes, Venise, Berlin, donc c'était des festivals internationaux mais à rayonnement nationaux. Et donc les Trois Continents étaient en position, disons, les seuls sur le marché, etc. À cette période-là, il n'y avait pas de coproduction, on ne parlait pas du World Cinema, il n'y avait pas de financement en France et personne ne s'intéressait à ces cinématographies. Donc, et puis, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il fallait voyager, aller chercher, découvrir. C'était la période où les festivals disaient j'ai découvert Houssaossienne, tout le monde avait découvert, enfin comme les sources du Nil, voilà. À cette période-là, donc ça a duré 20 ans. Et puis au bout de 20 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui le World Cinema a commencé à avoir des financements en France, en Europe. Et puis un public, puisque les films commençaient à sortir en salle. Il n'y avait pas que Satyajit Ray qui sortait en salle ou Kurosawa, il y avait d'autres réalisateurs. Chen Kaye, Zhang Yimou, etc. Et à ce moment-là, Cannes s'est intéressé, Venise aussi, et Berlin, à ces cinématographies-là. Par ailleurs, donc, accès au marché, accès au festival, gros festival, c'est intéressant. L'exclusivité, il n'y avait plus vraiment d'exclusivité sur ces films-là. Une grosse concurrence donc entre festivals. En même temps, une génération de producteurs, réalisateurs qui avaient accès au financement européen. Et s'est posé la question de savoir comment justement se reconnecter plus en amont avec l'industrie de ces pays du Sud pour pouvoir effectivement, et ce que Guillaume disait, faire du suivi, avoir une veille sur certains projets pour y avoir accès sur un marché de festival qui commençait à devenir extrêmement concurrent. Et puis, donc on a essayé de réfléchir à ce qui était une formule qui n'existait pas ailleurs. Ce n'était pas la peine de faire un marché de coproduction qui existait, il y en avait qui fonctionnait très très bien un peu partout en Europe, dans beaucoup de festivals. Et donc, moi, en tant que productrice, j'avais eu accès à beaucoup de formations européennes, notamment EAVE, ACE, donc formation qui me donnait d'abord un savoir-faire, qui me permettait d'accéder à un réseau
européen, donc effectivement, et j'avais grandi avec ma génération de producteurs. Donc c'était générationnel, disons qu'on avait tous plus ou moins le même âge, on avait traîné dans les mêmes ateliers, etc. Et on faisait des coproductions européennes, on s'entraidait, etc. Et ça n'existait pas du tout dans ces pays-là, dans les pays du Sud, parce que c'était morcelé un peu partout dans le monde. Et puis parfois, il n'y avait même pas de producteurs professionnels, parce qu'il n'y avait pas moyen de vivre, d'entretenir une famille en produisant des films localement, et c'est encore le cas dans pas mal de pays d'ailleurs. Et donc on s'est dit, tiens, c'est peut-être une occasion de lancer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la fabrique à Cannes, il n'y avait pas le Berlinale Talent Campus, il n'y avait pas encore la Ciné-Fondation, il n'y avait pas encore tout le réseau qui existe aujourd'hui pour soutenir les producteurs et les réalisateurs, en tout cas les créatifs des pays du Sud. Donc on a lancé ça. Donc évidemment, la formule n'a jamais été gravée dans le marbre, et c'est pour ça que quand Guillaume dit bah voilà, essayons de réfléchir à la façon dont on peut évoluer en fonction d'un écosystème qui est l'écosystème actuel, il faut toujours contextualiser. À l'époque, on s'est un peu cherché, effectivement, la formule. Au début, il y avait quelqu'un qui coordonnait, et puis on invitait des intervenants qui étaient des professionnels autour de la table. Il n'y avait que les producteurs qui venaient, parce qu'on formait que les producteurs. On ne voulait pas justement mettre l'accent sur les réalisateurs, parce que souvent dans les pays du Sud, les réalisateurs sont omnipotents, et les producteurs ont plutôt tendance à financer, ont du mal à vraiment avoir un dialogue avec le réalisateur. Et donc, on voulait vraiment mettre l'accent sur les producteurs pour leur redonner une sorte un ego. Et puis, on s'est rendu compte au bout de quelques années que ça ne suffisait pas, et que pour dialoguer avec un réalisateur, parfois, il fallait avoir, comme dans un couple, un psy ou quelqu'un qui fasse le relais, qui permette justement d'initier le dialogue et de trouver les mots et de trouver des moyens de communiquer. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un certain nombre d'années, on a invité aussi les producteurs pour travailler en tandem avec les réalisateurs, pour travailler en tandem avec les producteurs. Et puis donc on s'est cherché, etc. Et puis finalement, au bout de 4 ans, ouais, à l'époque où j'ai repris l'atelier, en tout cas la coordination de tout le dispositif pédagogique, on a décidé de faire une formule qui serait plus proche effectivement de AVE, c'est les producteurs parlent aux producteurs. Donc moi j'étais productrice, je voyais bien, j'essayais de comprendre les problèmes dans chaque pays avec lesquels je travaillais, et eux étaient censés aussi dans un dialogue un peu fluide, comprendre les tools, les instruments dont ils disposaient, les problématiques locales dans tous les pays dans lesquels ils coproduisaient, les problèmes légaux, etc., sur des case studies, souvent. Et au bout de quelques années, on a fait venir également des script docteurs, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait un gros besoin de travailler sur le développement, parce que la plupart des pays n'ont pas d'argent pour financer le développement. Donc ça veut dire que le réalisateur est seul devant son ordinateur. Il n'y a souvent pas de retour sur le scénario, et pas moyen de travailler dessus, pas le temps, pas l'argent, parce que le temps c'est de l'argent, hein. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des ateliers qui existent et des résidences, mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et donc, on a fait venir des consultants sur le scénario, qui n'étaient pas d'ailleurs des script docteurs, parce qu'au début, on disait script docteur, c'est un coup, le réalisateur se raidissait un petit peu. En fait, c'était des consultants qui permettaient aux réalisateurs d'aller plus loin, d'accoucher vraiment des idées qu'il voulait développer dans son scénario, et puis qui facilitait le dialogue avec le producteur également. Et on est arrivé à une formule qui est la formule qui a encore évolué après, et la formule actuelle. Et puis on a commencé à développer effectivement des ateliers locaux sous l'impulsion du réseau des attachés audiovisuels, qui était à l'époque extrêmement actif, et qui l'est d'ailleurs encore,
dans le réseau diplomatique français. Et on a justement, parce qu'il y en avait une telle demande qu'il a fallu s'exporter tout simplement pour répondre à cette demande et aussi pour cerner des problématiques qui étaient des problématiques un peu plus locales, régionales, pour aller peut-être un peu plus au fond des choses et aussi pour accueillir peut-être aussi des producteurs qui étaient un peu plus jeunes parce qu'on pouvait se permettre d'avoir dans des ateliers locaux des producteurs qui peut-être n'avaient pas assez de bouteilles pour peut-être aller à Nantes et peut-être dans 2 ans ou après avoir fait un atelier local, on les prenait à Nantes. Voilà. Donc. On va en reprendre, mais il y a une chose que j'aimerais mieux comprendre, c'est par rapport au fait que c'est des Français qui sont allés dans un premier temps solliciter des producteurs ailleurs. Et vous avez parlé tous les deux de cette idée de veiller sur un marché, veiller sur des professionnels ailleurs dans le monde. Mais j'aimerais comprendre l'intérêt des producteurs ici, d'aller chercher des producteurs là-bas, vu que ce n'est pas venu de... Ouais, j'imagine. Quand on coproduit un film, on le coproduit en général pas directement avec un réalisateur quand le réalisateur habite à 7000 km. Donc on a besoin d'avoir un relais local qui est un interlocuteur, qui connaît mieux le réalisateur. Et le fait d'avoir un professionnel formé et compétent, c'est une valeur ajoutée quand on produit ou qu'on finance ou qu'on développe un film dans un pays qui n'est pas le sien. Et c'est pour ça que c'est tout à fait nécessaire d'avoir un coproducteur. Et c'est mieux quand ce coproducteur n'est pas également en même temps le réalisateur. Ça. Je comprends. Donc, il y avait une volonté quand même de la part des producteurs ici de coproduire avec des gens dans ces continents. Ça se faisait. De toute façon, il y avait des financements. Donc, en fait, c'est ce qu'on le faisait. Et on le faisait parfois avec des gens et on faisait de la pédagogie au cas par cas pour le dire, bah voilà, moi j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ton pays, mais essaie de comprendre pourquoi j'ai besoin d'avoir un contrat de cession de droit d'auteur, par exemple. Et c'est exactement là, en fait, que je voulais venir. C'est cette idée d'échange, parce qu'il me semble important que, ou l'un ou l'autre, que vous parlez de cet aspect-là, de la philosophie derrière, qui n'est pas le Nord qui juste enseigne au Sud. Moi, je pense que ce qui m'a, comment dire, les 2 mots que j'ai gardés en tête, que j'ai trouvés dans les archives très vite quand j'ai commencé à reprendre en main Produire au Sud d'une manière extrêmement empirique, puisque moi j'avais jamais véritablement entendu parler de la coproduction internationale quand j'ai tout repris, c'est l'expression langage commun. C'est pour moi ça a véritablement donné un sens et qui a donné une ligne, je veux dire, de suivi et de développement des ateliers à laquelle je revenais tout le temps pour me poser la question si on était bien ça. C'est-à-dire, Produire au Sud, le proposer comme un espace de rencontre et un espace de proposition, d'outils, d'informations, etc., qui permettent de créer, enfin, qui permettent à tous les interlocuteurs présents autour de la table de parler la même langue, avec les mêmes références, les mêmes outils et les mêmes... et là, de niveler complètement de manière égale la notion des compétences et des connaissances des producteurs, quels qu'ils soient, d'où ils viennent, pour permettre d'avancer ensemble le plus efficacement possible sur le terrain des besoins d'un côté, tu le disais Élise, des besoins de l'autre, pour pouvoir faire en sorte que la production d'un film se passe dans les meilleures conditions, quoi. Moi, je garde ça en tête et qui fait partie voilà, d'un des aspects pour moi vraiment les plus importants de la philosophie, voilà, et de le garder à un état, parce que ça peut être une expression très, très galvaudée aujourd'hui, mais de le garder à une échelle très humaine. C'est-à-dire langage commun, pour moi, dans le langage, il y a 2 personnes qui échangent, et de garder la possibilité d'avoir en permanence autour de la table la qualité de l'échange, l'écoute de la personne, c'est-à-dire qu'on écoute, et la personne n'est pas juste là assise sur une chaise et écoute voilà, tout un ensemble d'informations données à la manière magistrale d'un prof ou à la manière universitaire, mais
on met en scène en quelque sorte, ou on fait en sorte qu'autour de la table, il y ait un langage qui, à la fin de la semaine, à la fin d'un atelier, est avancé vers un partage où on se comprenne, où on comprend de quoi on parle, c'est-à-dire les projets, mais techniquement, de quoi professionnellement on s'empare chacun de son côté pour aller vers l'autre. Et voilà, je pense, c'est une expression de toi, Élise. Je me souviens de l'avoir lu à un endroit très vite. Et cette expression de langage commun, pour moi, a été, j'allais dire, l'agenda des 10 ans, des 10 ans qui se sont passés, quoi. Ah oui, oui, de toute façon, un langage commun, alors déjà, parfois il fallait trouver un langage commun très pratiquement entre l'anglais, le kazakh, voilà, c'était déjà il y avait des problèmes de langage. Mais effectivement, des gens qui venaient de cultures complètement différentes. Par exemple, je parle du Kazakhstan, j'ai beaucoup travaillé en Asie centrale. C'est vrai que quand on vient, à l'époque, on venait d'une culture soviétique avec des studios, etc., et que tout d'un coup, on coproduisait et les producteurs locaux qui étaient habitués à travailler dans un système de studio n'avaient pas du tout les mêmes pratiques. Il a fallu effectivement inventer un langage commun. Pareil en Asie, par exemple en Inde, où le système est très développé, il y a une grosse industrie, mais pas forcément pour les films d'auteur. Donc voilà, donc chaque région avait des problématiques complètement différentes, mais en même temps, quand vous mettez dans une salle des professionnels, des producteurs, des réalisateurs qui viennent, mais d'horizons complètement différents. Alors, leur seul point commun, c'est le Sud, mais le Sud, c'est un concept, ça correspond finalement à pas grand-chose à l'échelle de l'industrie. En fait, ça se fait naturellement. On nous posait la question l'autre jour de savoir comment la mayonnaise prenait dans un groupe. En fait, elle prend naturellement, et parce qu'il y a de la bienveillance, il y a de l'humour souvent, il y a beaucoup d'autodérision, heureusement. Donc il y a un partage, il y a de la générosité aussi. Et en général, il n'y a aucun problème pour justement que le savoir et les expériences circulent et que justement ce langage commun se fasse. Parce que finalement, bon, on fait tous, c'est de la production, c'est faire des films quoi, pour un public. On a le même objectif. Voilà. Ouais, ouais. Alors, tu as dit tout à l'heure, c'était à l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait même pas d'email, n'est-ce pas? Je crois qu'on était au fax, ouais. Je m'en souviens plus. Donc explique-moi comment, à l'époque, tu as établi ces... Les premiers d'abord moi, à l'époque, je ne voulais pas m'en occuper parce que j'étais assez jeune et que j'estimais que je n'étais pas légitime pour diriger un atelier. Il a fallu produire quelques films en plus, avoir des sélections dans des gros festivals pour avoir la voix légitime, pour parler à mes pairs. Je n'allais pas commencer à leur dire, voilà... voilà, je suis Élise Jalado, bonjour, j'ai rien fait. Donc voilà, donc je l'ai repris au bout de 4-5 ans. C'était quoi la question? Je me souviens plus. Comment tu as construit les réseaux sociaux? Ah oui, alors au début, effectivement, j'ai mentionné le fait qu'il y a un réseau à l'époque d'attachés audiovisuels un peu partout dans le monde, qui était, alors maintenant il a été un peu réduit effectivement, et qui a été extrêmement précieux au départ, parce que comment atteindre des générations de producteurs qui n'ont jamais quitté leur pays, qui ont des projets dont personne n'a entendu parler, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la Ciné-Fondation. Il fallait avoir dans chaque pays un représentant, ou en tout cas quelqu'un qui était un peu une tête chercheuse et qui connaissait plus ou moins une jeune génération de producteurs en devenir, et on s'est appuyé sur le réseau des attachés audiovisuels au départ. Alors maintenant, peut-être un peu moins, je ne sais pas, c'est Guillaume qui pourrait me dire, mais maintenant il y a une renommée, disons une notoriété qui permet sans doute d'avoir accès directement à la nouvelle génération de producteurs, ou en tout cas un bouche à oreille qui fonctionne d'une génération à l'autre. Mais à l'époque, il n'y avait rien d'autre. Donc, heureusement qu'il y avait ce réseau d'attachés audiovisuels sur lequel on s'est appuyé. Puis au départ, il n'y avait pas vraiment de budget non plus. Le budget était tout petit. Donc c'est vrai que les attachés payaient le billet d'avion,
voilà, faut le dire, c'est quand même le réseau diplomatique français a permis de lancer cet atelier au départ. Ouais. C'est toujours le cas, Guillaume? Oui, 20 ans plus tard, c'est à peu près le même réseau, alors réduit, mais avec tout autant de soutien. Je pense que la proposition en termes de contenu, elle correspond aussi exactement à ce qui peut être véhiculé et promu par des attaches audiovisuelles, c'est-à-dire une expertise française au service des professionnels locaux. Donc à cet endroit-là, Produire au Sud répond à beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, on va dire le fonctionnement à l'année, c'est un financement pour l'atelier nantais et un autofinancement nécessaire, c'est-à-dire des budgets qu'il faut aller chercher pour chacun des 6 autres ateliers à l'étranger. Donc ce travail à l'année est facilité largement pour quasiment chacun d'entre eux par une intervention plus ou moins importante du réseau diplomatique par le biais des ambassades ou des instituts français. Donc c'est une aide qui est extrêmement précieuse. Alors, Élise, tu as été responsable de l'atelier de quelle année jusqu'à quelle année? De 2003 peut-être à 2008-2009. Guillaume? Oui, je pense que c'est... Oui, absolument. Je confirme. Voilà. Et au moment que tu es partie, le contenu, c'était pour les producteurs et les réalisateurs. Oui, c'était oui, des déjà. binômes. Ouais. Il y avait combien d'ateliers partout dans le monde? Alors, il y en avait. En fait, la notion, au niveau du comptable, hein, c'est pas vraiment, comment dire, un bon indicateur. C'était plutôt l'ensemble des ateliers plutôt pérennes. Qui est important de mentionner. Parce qu'au début, je pense qu'il y avait un certain nombre de partenariats qui étaient montés dans le cadre de One Shot. C'est-à-dire qu'on faisait une année, il y avait une année, et puis on verra pour l'année prochaine, etc. Peut-être que ce qui a changé dans cette idée-là, dans une manière de structurer un peu la manière dont Produire au Sud fonctionne, a établi des réseaux, c'est d'avancer vers des partenaires et de lancer des ateliers à l'étranger ou locaux qui peuvent revenir au moins 3 ans. C'est-à-dire qu'on peut pérenniser au moins à moyen terme, on va dire, pour une raison assez précise qui est celle de essayer de voir les fruits qu'un atelier peut apporter, pas uniquement au moment de l'atelier, mais aussi on a vérifié assez vite qu'un atelier qui se répète, c'était le cas à Buenos Aires, hein, de la première à Morelia décennie, aussi. à Morelia aussi. Et puis à Bangkok. Mais Bangkok, ça l'est toujours d'ailleurs. Absolument. Ouais. Et de voir comment est-ce que d'année en année, il n'y a pas uniquement l'effet de on va dire de la bienveillance des contenus de l'atelier qui se répètent, mais aussi la création au niveau régional et local d'une sorte de réseau de professionnels qui répondent de Produire au Sud, qui passent la bonne parole, etc. Et en fonction de la taille de l'industrie locale, je prendrai les 2 exemples qui sont les échelles locales où c'est le plus mesurable. À Taïwan d'un côté, en Israël de l'autre, eh bien on assiste à des groupes d'année en année. En Taïwan, on a organisé cette année le 6e atelier, le 7e en Israël. Depuis des années, ça veut dire on a vu entre 40 et 50, même plus, jeunes professionnels qui sont établis, etc. Donc ça permet d'installer une réputation en même temps que de diffuser une parole sur la question de l'atelier qui fait qu'aujourd'hui les plus anciens peuvent quasiment, pourraient devenir des groupes leaders quasiment, quoi. Ah bah oui. Des tout nouveaux, des tout récents. C'est un peu l'idée de toute façon, parce que c'est vrai que par exemple Bianca, elle est groupe leaduse maintenant sur Ties That Bind. Je crois que Bruno Bettati, à un moment donné, dirigeait des ateliers aussi. Oui, effectivement. Ouais. Donc ça touche sur une autre question qui est la question de est-ce que le but de l'atelier c'est de développer des projets? Est-ce que c'est de développement professionnel? Est-ce que c'est de créer des industries là où ça n'existe pas? Est-ce que c'est le tout?
Est-ce que ça a changé dans le temps? Je crois que c'est un peu le tout, mais c'est vrai que l'accent est mis sur la formation professionnelle plus que sur le projet. Parce que d'abord, c'est intrinsèque au cinéma. Quand on développe un projet, on a une chance, voire plus sur deux, de jamais le réaliser. Donc, et justement, il faut aussi apprendre à peut-être accepter de ne pas mettre en production certains projets. Et parfois, les ateliers, ça peut aider. Parce que ça ne fonctionne pas, parce que tout d'un coup on se rend compte qu'il n'y a pas de dialogue entre le producteur et le réalisateur, peut-être le réalisateur va le faire ailleurs, peut-être qu'il ne se fera pas. Donc le projet est un objet d'étude et un outil pour s'entraîner, apprendre, pitcher. Donc effectivement, si les projets se font, c'est encore mieux. Maintenant, la sanction de la réalisation, etc., ça n'en est pas une, c'est pas un but en soi. C'est vraiment une formation professionnelle destinée aux producteurs. Ils viennent avec un projet parce que de toute façon, un producteur sans projet, il peut pas, ou alors il peut travailler sur le projet des autres, mais il faut quand même avoir un objet d'étude. Et après, il peut y avoir évidemment des conséquences collatérales telles celles-ci, c'est-à-dire le développement, mais ça c'est passé entre les lignes. C'est un objectif qui arrive, enfin c'est pas un objectif de départ, mais c'est une conséquence qui arrive. Je me souviens en 2014 ou 15 à Nantes de la sélection assez improbable, parce qu'on en reçoit très très peu, un projet de film du Tadjikistan. On regarde le profil du producteur, qu'en est un, mais pas complètement, qu'il l'affirme pas complètement non plus, mais en même temps il travaille à Tadjikfilm, les studios qui restent dans les capitales des anciennes républiques de l'Union soviétique. Et on se dit, mais il y a quelque chose à encourager là, à cet endroit-là. Et c'est peut-être un des endroits aussi où Produire au Sud peut jouer cette carte-là, c'est de se permettre des paris comme ça qui sont pas toujours à l'endroit de comment dire, du fond du projet ou de la qualité du projet, comme les marchés de coproduction le font systématiquement, pour essayer de faire en sorte que les films, pour le coup, aboutissent, mais plutôt de mettre, de mettre le choix, l'accent sur le profil d'un producteur. Je vais dire improbable, c'est très bienveillant dans ma bouche, mais et donc Akmal et Daler ont été sélectionnés. Le projet du Tadjikistan est venu à Nantes cette année-là, et par effet de boule de neige, dès l'année suivante, il s'est passé 2, 3, 4, 5 fois plus de projets du Tadjikistan qui sont arrivés les années suivantes. Donc ça ne veut pas dire que ça structure l'industrie, évidemment, mais ça veut dire que, soyons plus modestes, mais ça veut dire quand même qu'il y a une information qui circule et qui font que peut-être au fur et à mesure, des liens vont se tisser de manière plus précise et permettre à des jeunes professionnels de trouver leurs repères au niveau international. Il y a toujours une dimension politique aussi. Par exemple, à Bangkok, la première année, on avait des producteurs de Myanmar. À une période où Myanmar venait juste de se réouvrir, malheureusement il s'est un peu refermé depuis, et avec des gens qui sortaient d'un univers qui n'avaient jamais vu d'email. Enfin, à l'époque, la Birmanie était complètement enclavée. Et les mettre, alors effectivement, les mettre dans une salle avec des producteurs thaïs qui étaient déjà bien aguerris, c'était un pari, mais en même temps, ils ont été pris sous l'aile justement des producteurs de la région par solidarité, parce que pour eux, c'était important de voir des gens du Myanmar, parce que personne ne sortait du Myanmar à l'époque. Et ça s'est très bien passé. Alors, ce qu'ils en ont retenu, je ne suis pas sûre que de façon très... l'impact a été immédiat, mais en tout cas, je suis sûre que ça a commencé à infuser. Voilà, on en retient toujours quelque chose, même si on est à des millions d'années des connaissances nécessaires pour vraiment en tirer des bénéfices. Et pareil, par exemple, à l'époque où on négociait les accords du GATT pour que la culture soit une exception, c'est vrai qu'on a beaucoup contribué à essayer d'expliquer ce que c'était que la culture, pourquoi on ne pouvait pas, dans des négociations bilatérales,
négocier des quotas de voitures contre des quotas de films américains dans les salles. Comment développer une industrie locale, alors que les pays du Nord de l'Amérique faisaient pression sur d'autres importations, etc. Et donc, c'est vrai que ça a été aussi un message qu'on a passé pour essayer d'éveiller les consciences et de dire, bah voilà, c'est peut-être des choses à relayer. C'était à la même période où les Coréens se battaient effectivement pour les quotas locaux, parce qu'il y avait des accords bilatéraux, cinéma contre voiture, qui étaient en négociation. Les Américains à l'époque disaient bah non, en fait, le cinéma coréen n'existe pas et de toute façon, personne ne voudra voir des films coréens. Ils se sont battus, ils se sont rasé le crâne pendant 3 ans pour que le gouvernement puisse défendre l'industrie locale. Et résultat des courses, un Oscar 20 ans après, ou 25 ans après, et les meilleurs résultats sur Netflix avec les séries coréennes. Donc voilà, donc il y avait une dimension politique, on essayait de porter la voix de l'Europe et de la culture en tant que... Et soutenir vos collègues. Qu'exception. Oui, ça, je pense que c'est important de dire ça. Moi, c'est pas dit parce qu'on est dans notre jargon et dans nos arcanes de fabrication des films, mais la fabrication d'un film, la production d'un film, c'est quand même quand on arrive dans un pays, ce qui permet de renvoyer un effet miroir de comment le pays fonctionne. Est-ce qu'il y a des écrans? Est-ce qu'il y a des fonds publics? Combien est-ce qu'il y a de réalisateurs ou de producteurs reconnus comme tels? L'état de la censure, pour voir quel type de sujet on peut véritablement... C'est-à-dire que quand on parle de cinéma dans un pays, et là, nous, on peut le voir, enfin moi, je le vois très très bien quand il s'agit de lancer un atelier, c'est tous ces éléments-là, en même temps, dans un même pays ou sur un même territoire, qu'il faut mesurer pour tout simplement savoir si on va pouvoir mener à bien les objectifs d'un atelier, les objectifs habituels, par rapport à ce qu'on appelle l'émergence. C'est-à-dire, si on veut parler d'émergence, il faut qu'il y ait la possibilité d'émerger, c'est-à-dire l'espace, les autorisations politiques, etc. etc. Donc, tout ce qu'on fait en matière de formation, quand on va vraiment sur le terrain, et qui plus est pour ces ateliers locaux, on est obligé de considérer toute la complexité en fait que charrie le cinéma par rapport à la question industrielle certes, mais aussi politique, sociétale. Et ça c'est passionnant parce que c'est souvent pas quelque chose auquel on pense. L'exemple est très très bon de la Corée du Sud évidemment, mais c'est un des aspects de ce qui fait enfin, pour moi en tout cas, des ateliers tels qu'ils sont, quand ils sont mis en place dans leur réflexion, qui est passionnant, véritablement. Donc, vous êtes tous les deux en train de me faire découvrir le fait que les ateliers Produire au Sud sont beaucoup plus qu'une formation, avec ces dimensions de la découverte du talent, avec la dimension géopolitique. Mais néanmoins, la vocation principale, c'est la formation. Et une question s'est soulevée pour moi au moment que tu as dit beaucoup de projets vont pas se terminer. C'est pas ça qu'on cherche à faire. Mais très souvent, les fonds sont liés à des objectifs qui peuvent être démontrés. Donc, est-ce qu'il y a une difficulté quand on fait ce genre de formation initiale, formation qui n'est pas liée à la réussite d'un projet, de trouver des fonds pour ça? Des fonds pour la formation ou des fonds pour les projets? Fonds pour les ateliers. Des ressources pour soutenir ce type d'activité. Élise a répondu à la question tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on dit qu'on s'intéresse plutôt au profil des producteurs et des réalisateurs, auquel cas on est moins sur le contenu de ce que peuvent devenir les films qu'on sélectionne, alors même qu'on sait très bien que ce qui est le plus intéressant, c'est que dans le cadre de l'atelier, chaque producteur, réalisateur ait une matière à travailler pour...
Mais ce qu'ils deviennent après, et c'est là qu'il faut être très honnête et en même temps humble, c'est-à-dire que ce qu'on donne comme formation, ce qu'on essaie de transmettre, ça ne nous appartient plus après. Ce que les producteurs et les réalisateurs vont faire de ce qu'ils reçoivent pendant l'atelier, et même si on évoque la question de la stratégie de production, même si on évoque la stratégie de, quelle que soit la stratégie d'ailleurs, ou même si on les aide à écrire, qu'est-ce qui va se passer après l'atelier? Eh bien, c'est eux qui vont donner la bonne impulsion, la bonne dynamique pour que le film puisse exister. Donc on n'a aucun contrôle là-dessus. On n'a aucune possibilité. On a une idée, et une idée même, je dirais, assez précise, parce que la connaissance du terrain, des marchés, etc., de tous les intervenants qui sont professionnels depuis bien des années, savent dire un peu à l'avance, il y aura 2 projets sur 6 cette année, il y en aura 3, 4 peut-être. Mais évidemment que pour ces raisons-là, il n'y a pas de quota. Moi, on me demande jamais, j'imagine que c'était pareil à l'époque pour toi, Élise, jamais on me demande un résultat. Voilà. Pour les chiffres et les quelques archives que j'ai regardées depuis 2 ans de Produire au Sud, on est à peu près, on va dire, entre 30 et 35% de réalisation finale. Ce qui en soi est plutôt, dans la réalité, plutôt très bien. Toi, tu disais une chance sur 2, peut-être un peu plus, une chance sur 3. C'est peut-être la moyenne, on va dire, des chances qu'un film... En Europe, c'est pareil. Voilà. Et tant mieux, parce que beaucoup de projets ne sont pas forcément bons aussi, ou se fourvoient, et nous, c'est vrai qu'à Produire au Sud, on regardait le projet, mais on regardait aussi beaucoup le profil du producteur. Donc parfois, on se dit, tiens, voilà, ce projet... bon, ça peut être intéressant, mais bon, on n'est pas sûr. Mais le producteur, lui, il faut le soutenir et on a vraiment envie de l'accueillir, ou la productrice, évidemment. Et donc voilà, donc c'était pas le critère. Alors, effectivement, on m'a jamais demandé à l'époque de voir combien de projets, etc. En même temps, il y a quand même sous-tendu, il faut quand même des critères quantifiables. Alors voilà, combien vous avez fait de films? Moi j'essayais de dire, il faut voir combien de producteurs sont encore en activité après 5, 6, 7 ans. Et combien de films ils ont fait? Et qu'est-ce qu'ils font? Si tout d'un coup vous avez un producteur, il n'a peut-être pas fait le projet avec lequel il est venu à Nantes, mais le projet suivant, il était en compétition à Cannes. C'est pas mal, finalement. Oui, c'est ça. Donc, donc il y a d'autres moyens à évaluer ce qui est en train de se passer à Produire au Sud. Oui. Alors, regarde en avant, parce que Guillaume, tu as dit, pour ces 20 ans, tu ne veux pas que regarder en arrière, tu veux aussi utiliser ça pour avoir une perspective à ce qui va venir. Est-ce que tous les deux, vous pouvez juste donner une dernière réflexion sur là où vous pensez ça va aller? Là, parce que tu as décrit des enjeux du passé comme en 1994, le GATT et le besoin de soutenir des producteurs là-bas. Et là, actuellement, est-ce que tu vois des enjeux particuliers qui ont besoin d'attention, des voies de développement Alors là, je dirais que ça m'intéresse d'avoir l'avis d'Élise sur cette... moi, je vois la façon dont ça a beaucoup évolué, le paysage du cinéma dans les pays du Sud. C'est d'abord, en Amérique du Sud, c'est beaucoup plus structuré, il y a de l'argent, il y a du soft money, il y a une industrie. Et en Asie, ça a explosé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute l'Asie du Sud-Est avec une génération de producteurs qui travaillent très très bien, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, n'en parlons pas. Donc avec un cinéma indépendant, soutenu, alors plus ou moins Philippines, oui, Indonésie, c'est plutôt de l'argent privé. Alors, ne parlons même pas de la Chine, où là, il y a eu, tout d'un coup, c'est parti de rien, et tout d'un coup, il y avait des millions et des millions
sur des films, on ne savait pas trop sur quels critères, etc. Donc tout d'un coup, en Europe, effectivement, ça commence un peu à s'assécher. C'est de plus en plus difficile de produire, de coproduire et de financer des films en dehors des frontières de l'Europe, parce qu'il y a un resserrement, parce que le fait est que de toute façon, d'une façon générale, c'est plus difficile de coproduire, même au niveau intra-européen. Parce que il y a des tax shelters, des tax rebates, et donc on essaye de faire en sorte que l'argent est dépensé sur un certain territoire, et comme ça le film est beaucoup mieux financé. Donc c'est plus compliqué, mais peut-être qu'effectivement il faudrait faire une sorte de shift où les producteurs du Nord seraient peut-être soutenus cette fois-ci, pourquoi pas, soyons fous, par les producteurs du Sud. Ça produire au Nord, je sais pas. Et pourquoi pas, alors ça c'est peut-être une piste de réflexion, alors c'est totalement utopique, mais parce que c'est tellement morcelé que de toute façon c'est compliqué, mais peut-être voilà, ou alors effectivement, parce qu'il y a encore beaucoup de films qui se font et ça devient très compliqué de sortir tous ces films et de les faire circuler. Alors aujourd'hui, on ne sait pas quels festivals vont survivre, quels sont les distributeurs qui vont survivre, est-ce que les salles vont rester ouvertes autant voilà. Pour l'instant, on est un peu gelé parce qu'on est encore en période Covid, mais quand il va y avoir un dégel de toutes les structures audiovisuelles et notamment cinéma en Europe, qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3, 4 ans? Donc peut-être ouvrir une réflexion sur le marché, pour qui je veux faire ce film, est-ce que je veux le faire pour le cinéma, peut-être que tous les films ne sont pas destinés à aller dans les salles de cinéma, peut-être qu'il y a des films qui sont destinés à aller sur des plateformes, ou voilà, peut-être écouter les producteurs du Sud qui, eux, sont très très intégrés sur cette production, parce qu'il n'y a pas la chronologie des médias, en plus parce qu'en France on travaille de façon assez particulière, on a un système de financement très efficient, mais très particulier. Donc eux sont complètement c'est un peu libérés de cette chronologie des médias, et donc n'ont aucun complexe sur plateforme, pas plateforme, cinéma, etc. Il y a une fluidité que nous, on trouve un peu, effectivement, on est là, on se dit, non, mais attendez, si on veut défendre le cinéma, il y a des enjeux qui se jouent, ça se joue là, et finalement, on ne peut pas accepter. Nous, on a vraiment des zones, ou des points de non-retour dans lesquels on ne veut pas... Surtout en France d'ailleurs, parce que moi j'habite en Grèce et je vois que ça sort en salle, c'est sur plateforme. Et bon, peut-être réfléchir à ce que c'est que le marché aujourd'hui, pour qui on fait ces films. Voilà, c'est des pistes de réflexion, parce que l'écosystème a complètement changé depuis 20 ans, ça c'est clair. Oui, et donc dans cette réflexion d'apprendre l'inventivité d'esprit des producteurs du Sud. Après, je pense que à l'inverse, si je peux me permettre là de dire ce qui, moi, me semble important de conserver par rapport à ce qu'on a vérifié les années précédentes et depuis 20 ans qui fonctionne à Produire au Sud, c'est ce côté bulle, ce côté cocon, ce côté, c'est-à-dire que peut-être ça va devenir encore plus nécessaire de préserver cette bienveillance et ce cadre de travail auprès des jeunes professionnels qu'on voudra aider, avant de les lancer dans la tempête, quoi, de ce contexte professionnel extrêmement violent, extrêmement compétitif, pour lequel il faut qu'ils comprennent que peut-être ce sera un film sur 5 qui pourront faire, quoi. Et donc c'est voilà, garder une partie de ce cadre qui aide quand même à naître et à découvrir ses propres envies pour les professionnels, et puis en même temps de penser les contenus. C'est-à-dire, nous, je pense, de garder une veille permanente, de commencer à intégrer un peu plus la question des plateformes, qui est encore un peu, par le biais des sessions sur les ventes évidemment, mais
mais peut-être d'ouvrir un petit peu plus la question de ce qu'on dispense comme contenu sur voilà, la diversité, on va dire, de ce que les films peuvent faire. On garde encore, je pense, hein, ça c'est quelque chose d'assez pas traditionnel, mais parce qu'on a envie que les films soient sur des grands écrans, Ah oui, évidemment. oui, bien sûr. Donc on continue de garder, d'apporter un peu cet aspect-là, mais voilà, peut-être ouvrir. Mais peut-être que les plateformes, les problématiques plateformes, c'est plutôt pour des ateliers régionaux d'ailleurs. Parce que c'est vrai que en France, on est dans un contexte où il y a quand même une barrière entre l'audiovisuel et le cinéma qui fait que c'est un peu difficile, c'est compliqué. Structurellement, tu veux dire dans les fonds au CNC, c'est des différentes... En fait, c'est la base du système français. Donc, mais peut-être que si à Bangkok, où effectivement tous les producteurs font en même temps une série pour Amazon, une série pour Netflix et 3 films pour les salles, peut-être effectivement il y a c'est des choses qui sont peut-être plus faciles à aborder par les ateliers régionaux. Comment on travaille avec un réalisateur très en amont pour savoir à quel marché on s'adresse et avec des gens qui ont travaillé sur toutes ces plateformes, enfin sur tous ces moyens de diffusion et peut-être apprendre d'eux des choses que nous en Europe on est peut-être pas encore là et où on n'a pas forcément envie d'y aller d'ailleurs. C'est pas parce que c'est compliqué aussi. On n'a pas envie d'y aller parce que on aime le cinéma. Enfin moi je suis exploitante. Par ailleurs, j'ai pas du tout envie que le public disparaisse et reste bloqué sur son canapé. Donc je me démène pour qu'ils viennent en salle. Voilà. Mais par ailleurs, c'est vrai que je vois en Grèce et que je parle avec mes partenaires français. Le plus gros succès d'il y a 4 ans, c'était Roma. C'était en même temps sur les plateformes et dans les salles. Donc s'il y avait la queue dans la salle et personne n'avait envie de le voir sur la plateforme. Bon, après, il n'y a pas des Roma tous les jours sur les plateformes, malheureusement, parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Notre conversation va toucher à sa fin et on a regardé en arrière, on a regardé un peu les enjeux qui vont venir, mais j'aimerais terminer sur quelque chose que tu as évoqué. C'est sur le DNA. On ne dit pas DNA, on dit ADN. ADN. ADN de Produire au Sud, qui me semble pérenne en fait. Peut-être quelques mots sur ça, cet côté très, très humain. Alors on parlait de bienveillance, de côté humain, de protection, de bulles. Effectivement, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on a vérifiés à travers les années sur la nécessité, la confiance d'un encadrement professionnel qui soit en même temps exigeant, c'est-à-dire honnête, donc parfois un peu dur, mais très bienveillant. Ça veut dire patient, ça veut dire pédagogue, c'est-à-dire trouver les bons mots et ne pas donner cours, de pas faire cours, mais d'accompagner. Il y a la forme aussi des ateliers. Moi, je me suis battu un petit peu pour faire en sorte que les ateliers ne grandissent pas dans atelier par atelier. 6 projets à sélectionner, c'est parfait. C'est 12 personnes, on a le temps de se rencontrer dans la semaine. Les binômes ont le temps d'échanger entre eux. Ils ont le temps d'échanger entre partenaires, producteurs, réalisateurs. On récolte les mots de tout le monde, on écoute tout le monde. Donc tout ça, ce sont des éléments, je pense, qui... et puis la notion de l'accompagnement aussi après. C'est-à-dire que pour moi, l'échange avec chacun des porteurs de projets, des producteurs, des réalisateurs ne s'arrête pas à la fin de l'atelier. On continue parce que justement on a pu se rencontrer pendant une semaine et que l'expérience a été suffisamment forte et chaleureuse. On continue, on garde contact après l'atelier et l'accompagnement, l'expertise peut se poursuivre d'une autre forme, mais existe toujours, quoi, et contribue à faire ce circuit, ce réseau
de jeunes professionnels qui répondent de produire au Sud. Donc oui, je pense que ça c'est véritablement l'ADN. C'est un format qui un peu, enfin, je vais dire en marge, ça existe d'autres formats petits comme cela. Mais c'est vrai que par rapport au marché, par rapport à la violence de certains espaces professionnels dont on parle après, je pense que ça donne vraiment envie de conserver cet espace de lancement, ce tremplin-là un peu, mais encore de manière un peu sécurisée ou sécurisante pour faire en sorte de donner les meilleurs moyens et de favoriser la transmission de ce que nous on veut transmettre et de les aider à trouver leur voie. Voilà. VOIE, VOIX. Oui. Et tu disais, voilà, il ne faut pas que ça. Je veille à ce que ça ne se développe pas en quantité, effectivement, mais plutôt en qualité. Et parce qu'en fait, c'est du tailor-made, c'est du sur-mesure. Et c'est vrai que la qualité de la prestation, la qualité de l'accompagnement dépend du nombre de participants. Si on veut continuer, enfin, si vous voulez continuer à faire du sur-mesure, il faut effectivement ne pas se laisser dépasser par le succès et raison garder, disons, pour aussi être sélectif, parce que voilà, il y a des profils qui sont plus ou moins intéressants. Tout le monde n'est pas appelé à venir une semaine échanger avec des pairs. Voilà, il faut garder une certaine sélection. Exigence. Ouais, c'est clair en tout cas que le dispositif marche. Et j'ai envie de dire bon anniversaire à vous deux, parce que tous les deux, vous avez amené Atelier Produire au Sud à cet endroit-là. Hein. Félicitations. Merci beaucoup. Rendez-vous dans 20 ans.